Pourtant, il a voté à droite toute sa life. Mais les gens, il y a énormément de communistes dans les résistants. Ou dans la bouche des profs un peu déjantés. C'est l'histoire de la libération française. Pas celle qu'on vous a dit. Hein. D'abord, faut aller voir Léon Landini. Et pour aller voir Léon, faut s'arrêter à la station Lucie-Aubrac. Puis faut marcher un peu aussi sur la place Lucie-Aubrac. Ensuite, on passe à côté du portrait géant de Lucie-Aubrac. Ouais, tout petit à côté de la grande résistante. Après, on file dans une rue anonyme de Bagneux. Puis faut rentrer dans une résidence HLM un peu paumée. Passer la porte verte hôpital d'un appartement. Ouah. Après, c'est fascinant, quoi. Nos derniers résistants, bah bon, ça vit quand même dans un petit HLM, quoi. Il avait raison, Jacques Brel. Sur la lavande. Je pensais qu'on était une grande nation, qu'ils avaient honoré nos anciens, nos héros. Les résistants. On en fait des portraits géants sur les murs quand ils sont morts. Puis les vivants, on veut pas en entendre parler. On les laisse crever en cachette. On attend qu'ils sèchent pour en faire une petite statue. C'est moi ou il le doxe? C'est vrai qu'il le doxe un peu. Bon, après, c'est un vieux résistant, il a 97 ans, mais il a sûrement un fusil, quoi. Se crever en cachette. On attend qu'ils sèchent pour en faire une petite statue. Bien muette. Bien immobile. Pas résistante du tout. Je suis trop heureuse qu'ils font un format un peu striptease. Mais il faut plus d'épisodes, plus d'épisodes. Oh, et si jamais je suis à Zawa Prod, en vrai, je pourrais faire une émission à la striptease. Un striptease façon Zawa Prod. En vrai, ce serait... Je pourrais faire un truc comme ça. Mais après, c'est déjà un peu le Zawa Vlog, quoi. Avec l'État. Café. Putain, je me suis engueulé avec mon grand-père là, parce que lui il disait que ça c'était un café à la turque. Et on lui disait mais non, c'est un café à l'italienne. Et je sais pas pourquoi il voulait que ça soit à tout prix un café à la turque. Du coup, les gens, c'est quoi? C'est un café à l'italien ou turc? Il a raison, ah ouais? Pareil qu'il y en a qui peuvent lire sur les mains. Ils auraient de quoi faire avec celle-là. C'est une presse française. Mais comment on fait la différence entre une presse italienne, française et c'est... Mais comment on fait? Pourquoi il y a un... Pourquoi ils se ressemblent tous? Français French Press, ok. Elle devait trembler comme ça à l'époque. Peut-être même un peu plus. Avant de déboutonner la gabardine, avant de retirer le cran d'arrêt sur la mitraillette, avant d'appuyer sur la gâchette devant ce type en uniforme allemand. Alors quand on y regarde de près, on sait plus. C'est la vieillesse ou un hommage à ces moments d'histoire que ses mains vibrent encore comme ça sur la cafetière? Voilà les enfants, asseyez-vous. Ouais, il est encore fringant, il se tient debout et tout. Hein. Landini, il a 98 ans. Il vit ici, tout seul, dans son petit appartement. Le nez bien rouge. Le matin, il attend l'infirmière. Ouais, le soir, c'est la voisine qui vient parfois boire un petit café. La journée, il écrit des lettres. Aux gens du gouvernement le plus souvent. Ah ouais? C'est à propos de l'époque où il faisait de la résistance. Mais pas n'importe laquelle, hein. La plus... Putain, il était un peu BG, ça va, hein. Après, il avait... Attends, est-ce qu'il est calvicié? Gouvernement le plus souvent. C'est à propos de l'époque où il faisait de la résistance. Ouais, bon, il est calvicié, mais il est vieux. Mais en vrai, ça va, il était BG, hein. Avec son regard un peu genre... oui, c'est... T'es un officier allemand, tu crois ce gars, bon, t'as peur un peu. Mais pas n'importe laquelle, hein. La plus dure. Parce qu'il y avait ceux qui faisaient du renseignement, ceux qui tiraient la langue dans le dos des nazis quand ils passaient. Lui, il était en guerrier urbaine. Et prenez votre café tranquille et vous... De toute façon, je pense que du point de vue du karma, quand t'as été résistant pendant l'occupation nazie, je pense que tu gagnes des points karma, t'as moins souvent une calvitie. Voilà, c'est mon avis. Après, je dis ça, peut-être que si Jean Moulin, il avait un chapeau, il y avait une raison. Lui, il était en guerrier urbaine. Et prenez votre café tranquille et vous vous sucrez comme vous voulez. Peut-être qu'en fait, l'histoire qu'on tient sur Jean Moulin en mode il a été torturé, la vérité, c'est que la torture la plus infâme, c'est de lui avoir enlevé son chapeau et d'avoir dit « Ah, il a une calvitie, regardez !» Pardon. Il se baladait en ville avec une équipe de 7 gars, mitraillette à la main, à la recherche d'un soldat SS pour le descendre. Le responsable du commando secret qu'il avait accueilli à l'époque l'avait prévenu. C'est 1 à 3 mois d'espérance de vie. Léon, il s'est fait choper au bout de 2 mois. Aïe. Où on avait tous peur, moi y compris. Et moi je le montrais pas. Moi je faisais un peu le bravache, qui n'a peur de rien, mais j'avais les mecs Ouais, je pense que tu te chies dessus. Hein. qui faisaient ça. C'est là que Là que Barbie est venu me voir,
Donc Gros, t'es résistant aux mains des nazis, tu sais que tu vas prendre si cher. Enfin, ça fait peur. Klaus Barbie, Il m'a souffleté, il m'a dit de donner le nom de mes copains. J'ai dit, moi, j'ai pas de copains. Et il a vu un gamin, il a dit, bon, avec quelques gifles, il va parler. Et puis, j'ai pas dit un mot. Klaus Barbie, c'était un chef de section de policiers allemand. Il l'appelait le boucher de Lyon. Mais rien à voir avec le commerce de proximité. Hein. Lui, c'était plutôt le crime de guerre. Il aurait participé à la déportation de 14 000 juifs et résistants. Pendant 40 ans, il s'est caché en Colombie. Non merde, il faut que je suis en Colombie. C'est la Bolivie, je crois. Ouais, on Bref. sait pas, en Amérique du Sud, quoi. Globalement, voilà, quoi. Ils ont des résidences secondaires là-bas, et si on va là-bas, on peut encore les voir. Pas en Amérique du Sud. Et il est resté célèbre en France parce que c'est un journaliste français qui avait participé à son arrestation en lui Oui, la vidéo de Mamie Twink est très bien, oui. tendant un piège pendant une Oui, je m'en rappelle. interview. À la grande surprise du journaliste, Altman rétorque sans la moindre hésitation en allemand « Je ne suis jamais allé à Lyon ». L'homme a parfaitement compris la question qui vient de lui être posée dans une langue qu'il n'est pas censé connaître. J'ai eu 2 enfonçements de la boîte crânienne. Ouais, le piège de con. Et le mec est tombé dedans, quand même. Posée dans une langue En gros, pour expliquer la magouille, c'était ça. C'est qu'en gros, toute sa vie, après, il a dit qu'il connaissait pas l'allemand, qu'il pouvait pas être impliqué. Et le journaliste a juste posé une question en allemand et le mec a répondu en allemand parfait. Il a juste dit non, j'étais pas à Lyon. C'est débile, quoi. qu'il n'est pas censé connaître. Le piège est nul. Ben, je sais pas, ce jour-là, il était fatigué, quoi, le pauvre. Hein. Enfin, non. J'ai eu 2 enfonçements de la boîte crânienne. Le nez écrasé, les couilles écrasées. J'avais une cloison nasale qui pendait ici. Mais à coups de poing, coups de pied, j'étais par terre, des coups de pied dans les côtes, dans les couilles. Il y en avait 2 qui me tenaient. Un d'un côté, les jambes écartées, et l'autre qui tirait les coups de pied dans les couilles, au milieu. Dans les testicules, pardon. Quelle confiance aviez-vous dans la population civile pour vous protéger? Eh bien, quelques jours avant le débarquement, les Anglais avaient bombardé la banlieue de Lyon et Pétain était venu et des dizaines de milliers de personnes qui applaudissaient Pétain dans les rues et partout. Comment pouvions-nous faire confiance à ces gens-là? Ah, putain, c'est la réalité qu'on veut mettre un peu sous le tapis, ça. Mais... Où est-ce qu'ils sont La passés, ville des résistants, c'était minoritaire. Hein. ces gens-là, après la libération? Ils étaient tous résistants. Alors, quelle confiance? Waouh. Faut pas avoir le vertige. Hein. Je veux dire, quand on se demande où sont passés tous ces gens qui applaudissaient Pétain, Ah bah oui, faut pas avoir le vertige. oui. Chez les Landini, on se passe la résistance, comme ailleurs on se passe les colliers de l'arrière-grand-mère. C'est le petit bijou de la famille. Originaire d'Italie, ses parents lui faisaient téter du lait rouge, comme il dit, du lait de communiste. Son père, à l'époque, il résistait déjà contre le gouvernement fasciste. Enfin, quelqu'un qui a dit oui, il a voté droite toute sa vie, hein, ça fait rigoler. Hein. J'étais dans le village de mon père, il y a une femme qui était sur un petit loggia, elle me dit, hé toi, elle me dit, tu vois les trous qu'il y a dans le mur en face? Je dis oui, c'est quand les fascistes tiraient à ton père. Il a déserté à la guerre de 14, il a dit qu'il ne voulait pas défendre les intérêts des grands seigneurs. Au bout de quelques temps, il a été arrêté. Et le président du tribunal, il dit, vous, monsieur Landini, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il dit, monsieur le président, moi je veux que vous sachiez que je suis d'une trempe qui rompt, mais ne plie pas. Et que si demain j'avais l'honneur d'être membre d'un tribunal du peuple, pour les gens de votre espèce, ce serait tous la peine capitale. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oh, oui. Ah. Tu m'étonnes qu'il ait grandi sans père. Il en a pris pour 20 ans. Ça veut dire quoi la bonne route? À l'époque, la loi c'était tuer et déporter des gens pour rien. Alors Léon, pour être sur la bonne route, il a dû passer par des chemins clandestins. On a commencé, nous autres, à faire les grands, à coller dans Saint-Raphaël des étiquettes. Pétain, tu as trahi la France, du pain et du travail, enfin. Et comme on était très intelligents, on est allé comme ça sur la porte du commissariat. Ils avaient 14 ans, hein, quand même. Mais c'est marrant son expression. On a commencé à faire les grands. Comme quoi, ça commence pas forcément comme un réseau bien complexe de résistance. Ça commence par des petits fous qui vont coller des trucs sur un genre des petits, et peut-être qu'on va les repérer, peut-être qu'ils finissent dans un réseau comme ça. Mais puis il y avait pas tant de réseaux que ça. Hein. Il y avait un réseau de la résistance, mais globalement, il y avait aussi tellement beaucoup d'initiatives de petits groupes et tout, quoi. Pour 15 ans. Gilda Landini, la fille de Léon.
La vie de son papa, elle la connaît par cœur. Ok. Elle est historienne. Elle a même fait un bouquin sur l'histoire des Landini, ça s'appelle Le fil rouge. L'artisanat familial de la résistance a survécu dans ses sautillements, ses frétillements, ses impatiences. S'il y avait une guerre, elle refoutrait la gabardine. C'est son père, quoi, avec du rouge à lèvres. Et là, aujourd'hui, on a un bourrage de crâne absolument invraisemblable de la part de tous les médias, de nos livres scolaires, de nos historiens officiels, parce que tu as les historiens officiels qui ont accès à tous les plateaux télé, puis de ceux comme moi qu'on n'entend jamais. Bon, voilà. On a une véritable hégémonie culturelle aujourd'hui du capitalisme qui fait que ils ont tout dans les mains pour arriver à ce que les gens puissent croire ce qu'on veut leur faire croire. C'est-à-dire que Ouais, mais cette meuf-là, invitez-la par pitié. si tu arrives, toi, en tant qu'historienne, ayant fait des recherches, ayant des archives, etc., pour démontrer le contraire, mais tu te fais, mais alors, vraiment incendier. Dans les histoires de Léon, il y a un parfum qui nous dit quelque chose. Et on se demande ce qui a dû être le plus dur. Descendre les Allemands, ou se convaincre de plus croire aux affiches de propagande dans la rue. Résister à la pression médiatique. Être sûr que ce qu'ils disent, c'est des conneries. Croire à quelque chose d'autre, presque tout seul, même tout seul. Parce que ça a l'air évident aujourd'hui. Les décorations, les cours d'histoire géo, les cérémonies à l'Élysée et tout ça. Mais tiens, pour se rendre compte un peu du courage qu'il a fallu à l'époque pour foutre cette gabardine. Regardez comme on flippe tous de parler de ce qui se passe en Palestine. Bah après, ça fait plaisir un peu. Je me dis, si jamais demain c'est le fascisme, ça sera horrible, hein, certes. Mais dans ce chat, il y aura des couleurs de stickers un peu fous. Je le sais. Ça me fait plaisir, ça me rassure. Mais quand on arrive au point de rentrer, psychiquement, on est prêt. Sinon, on ne rentre pas. Toutes les opérations étaient des choses extraordinaires. Oui, bon, en pan, toi, tu vas courir nu en poussant des cris. Tu vas être le... Toi, tu vas faire... En fait, je pense que les gens... La police, elle osera même pas t'arrêter, en fait, parce que ce sera une bête sauvage. Mais la pire de toutes, c'était d'abattre un homme à bout portant. Ça s'appelle patrouille en ville. Patrouille en ville, ça voulait dire il faut abattre un Allemand. Il faut qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils soient en pays conquis. Donc, il faut leur tirer dessus. Alors déjà, tuer, voilà, mon père l'a souvent dit, tuer n'est pas... c'est pas humain. C'est pas humain. Et papa l'a fait et ça l'a traumatisé pour le restant de ses jours. Quand on partait en patrouille avec comme but de tuer un Allemand, on souhaitait qu'on ne pas en trouver. L'Allemand marche. Et quand on arrive devant lui, on lui coupe les deux. On lui coupe la route. Il ne comprend pas, il voit deux gamins de 18 ans. Il ne comprend pas ce qu'ils veulent. Quand il baisse les yeux, il s'aperçoit qu'on a le revolver devant lui. Là, d'un seul coup, il comprend tout. Il veut essayer de crier. Il n'a plus la force de crier. On tire, des fois 3 fois de suite, pour qu'il tombe, parce qu'il ne tombe pas. Et j'ai toujours entendu mon père dire qu'il était tellement tétanisé d'accomplir ce geste qu'il voulait juste, tu vois, faire PAM. Et le truc était tel qu'il est parti une rafale, quoi. Et il m'a dit, je voyais les petits trous dans la chemise blanche et des nuits entières. Ces petits trous dans la chemise blanche sont venus me hanter. Waouh. Mais pour te situer, d'abord, Quelle horreur de devoir tuer quelqu'un. Bah ouais, mais dans un tel contexte, c'est... Ouais, si tu t'habitues, enfin... je suis probablement aujourd'hui le seul FTP-MOI vivant. Alors nous y voilà. Allons-y. De quoi, le seul FTP? C'était un groupe, c'est ça? La FTP-MOI, c'est le nom d'une des unités de la résistance communiste. Elle a été créée pour conduire les guerriers urbaines en France pendant l'occupation allemande. La partie la plus risquée de toute la résistance. Franc-tireur partisan français. Ok. FTP, c'est pour francs-tireurs et partisans. MOI, c'est pour main-d'œuvre immigrée. La main d'œuvre... Oh. FTP avait créé une section spéciale pour ses membres d'origine étrangère. Ok. Léon, comme il venait d'Italie, c'est comme ça qu'il a atterri là-bas. Ok. Mai 43. Le 10, 11h45, dépôt d'une bombe à retardement sur le passage d'un détachement allemand au Bourget. Nombreux morts et blessés. Le 27, grenadage d'un détachement rue de Courcelles. Nombreux morts et blessés, un blessé chez nous. Les FTP-MOI qui étaient à Lyon, il y a eu à peu près 50% de nos camarades qui sont morts pendant la guerre. Les groupes FTP-MOI, les bataillons, s'appelaient Carmagnole, Liberté, Valmy, Champ du Départ, Marat,
ce ne sont que des noms de la Révolution française et ce sont tous des immigrés. Leur référence, c'était la Révolution française. C'était les idéaux de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. C'est républicain, mais moi, désolé, mais j'ai envie d'être républicaine, bien sûr. C'est important parce que ces étrangers se retrouvaient sur ce sol de France qui correspondait aux idéaux qu'ils défendaient. Mais il y a un autre truc qui le titille Léon. Un autre truc qui le gratte. Depuis des années, il se bat, il écrit des lettres à qui voudra bien les lire pour dire que ses actions, c'était pas les coups de quelques héros, c'était pas des initiatives individuelles, mais bien des luttes inscrites dans le cadre d'un vrai projet politique. Attention, je veux dire un gros mot. Le communisme. Pardon. Je pose Ouah, du coup, ça me fait rire. Il envoie des putains de lettres à Macron une fois par semaine pour lui dire « Macron, je n'étais pas seulement résistant, j'étais communiste. Et les gens comme toi, je les enverrai en enfer. » la question suivante. Les noms de Maya Politzer et de Daniel Casanova et de Claude Vaillant-Couturier sont cités, sans qu'une demi-ligne ne soit consacrée afin de rappeler qu'il s'agit de responsables nationaux du Parti communiste. Pourquoi? J'ai demandé réponse. Aucune réponse. C'est des pseudo-historiens qui écrivent en tant qu'historiens, écrivent une page, 2 pages, Oui, 3 mais pages. c'est pas que des pseudo-historiens, c'est l'histoire officielle. C'est l'histoire, par exemple, qu'on nous apprend. Non, mais c'est ça justement le problème. C'est que l'histoire qu'on a... C'est pas compliqué. Il n'y a qu'à demander dans la rue qui c'est qui a libéré la France. La réponse, tu la connais. C'est les Américains. Oui, Charles de Gaulle aussi. C'est pas vrai. Ça, ceux qui l'ont vécu, ils savent bien que c'est pas les Américains qui ont libéré la France. Les premiers troufions qui ont débarqué, qui sont arrivés à Grenoble, c'était pas des Américains. Et les Américains, Oui. ils sont arrivés du Sud. Ils se sont arrêtés en cours de route. Et quand ils sont rentrés dans Lyon, pratiquement sans tirer un coup de fusil. C'est les rouges et les tirailleurs, les gens aussi. Alors, la libération, en fait, sans Les tirailleurs sur le front du Sud, quoi. tirer un coup de fusil, ça paraît quand même un peu extraordinaire. Si tu as envie de mieux me connaître, ben tu le connais, lui, non, de nom? Non? Mais il n'y a pas son nom, il est où son nom? Justement, je le trouve pas. Les anarchistes, ah non, je suis pas d'accord. Moi, les anarchistes, je suis sûr, ils étaient là, ils faisaient des bolasses, ils faisaient des ZAD, c'est... Voilà. Pardon. Pardon. Tu le connais, lui, non, de nom? J'aime bien me moquer. Non? Il n'y a pas son nom, il est où son nom? Justement, je le trouve pas. Ah, Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il a dit, Lolo? Laurent Wauquiez. Tu as qu'à voir ce qu'il dit de ce pauvre vieux couillon. Vous êtes une figure de la résistance qui a sauvé la France de l'oppression et de la barbarie. Mes excuses pour ce que vous nous devez. Désolé, ça me fait pas rire. Mais oui, je sais pas, j'aime bien de taquine sur les énards. Ce que vous ne devez voir autrement que comme un oubli. Pourquoi il s'excuse? Qu'est-ce qu'il a oublié encore, Laurent? Le 21 février prochain, Missak Manouchian entrera au Panthéon. Vous savez, c'est le chef des 23 fusillés de la célèbre affiche rouge. Les terroristes qui faisaient des attentats, là. Il savait faire à l'époque en propagande aussi. Bah, Manouchian, c'était un membre de la MOI aussi. Mais lui, il agissait à Paris. Et comme Léon, c'est le dernier FTP MOI vivant, ça aurait été normal pour lui d'être invité. Mais je crois que de toute façon, ils n'ont pas prévu de parler de la MOI à la cérémonie. Juste du fait qu'il était arménien. Exactement comme sur l'affiche rouge, tiens. Chacun ses hommages. Faut pas juger. Moi, j'ai appris par la presse que ils avaient préparé la demande pour Manouchian. Et comme je suis très vraisemblablement le dernier FTP MOI vivant en France, j'étais quand même hérissé de voir qu'on m'a ni informé, ni invité, rien. J'étais contrarié. Et là, c'est un texte que je viens de faire, qui n'est Ouah, c'est une dinguerie quand même de voir le 2 poids 2 mesures au niveau des résistants, quoi. pas fini, c'est un brouillon. Après 80 ans, c'est la panthéonisation de Missak Manouchian et de son épouse qui viennent enfin briser la chape de silence que recouvraient les combats et les sacrifices de Missak et de ses camarades. Alors, il faut voir que si on recherche les arguments, les choses, les papiers officiels, FTP MOI ne figure pas. C'est les Arméniens. Et on supprime les FTP MOI. Il y a un autre texte, hein. Je sais pas s'il y est. Je le trouve plus. Il y a un texte d'une chose, d'un écrivain très connu, Vercors.
est très connu, où il dit qu'à De Gaulle, il lui reproche de ne pas avoir écrit que les communistes ont participé. Il dit d'ailleurs, vous le savez, plus tard les historiens ne rechercheront que dans vos écrits pour pouvoir faire l'histoire, alors que les communistes ont été les premiers à se battre. C'est vrai qu'au moins, De Gaulle, il avait cette reconnaissance. Genre, il a toujours reconnu, hein, c'était un peu ses adversaires d'une certaine manière, mais il a toujours reconnu ça. Hein. Pour ça, après qu'il a confié comment ça s'appelait là le truc qui a donné ensuite plein de réformes quand il est arrivé. Comment ça s'appelait déjà ce truc-là? Conseil de la résistance? Pour la nouvelle constitution? Comment ça? Je sais plus. Le CNR, voilà, c'est ça, le CNR. Où il y avait beaucoup de communistes qui ont influencé et tout. Il prépare une pour le président de la République. Conseil national de résistance. Que je lui ai écrit, le mois dernier m'a pas répondu, si on pouvait mettre le drapeau, le seul et unique drapeau des FTP mouillés en France, pendant la cérémonie à côté des corps. Tu penses qu'il le fera? Dans les documents qui sont sortis, c'était Manouchian, résistant arménien. C'est déjà un mauvais signe, hein. Ouais, je veux pas trop m'avancer, Léon, mais je crois que c'est mort, ils le feront pas. Hein. Parce que reconnaître que c'est pas son parti politique qui a lutté physiquement... Pas trop m'avancer, Léon, mais je... Attends, il a un grand truc sur le... Attends, c'est quoi ça? La Russie, c'est la Chine? Je crois que c'est mort, ils le feront pas. Hein. Parce que... Sur le tableau derrière. Que reconnaître que c'est pas son parti politique qui a lutté physiquement pour la libération. Bah, c'est reconnaître que c'est pas sa famille politique qui est légitime. URSS, oui, ok, pardon. Alors faut le comprendre, Léon. Il a l'impression que ça te fait un peu avoir. Mais il y en a qui sont morts. On ne sait même pas leur nom. Geist, Robert, le voilà. Il a été fusillé, lui aussi. Lui, il a été fusillé aussi. Oui, bah, Lambert, c'est pas son nom, hein. Il avait un nom juif. Brozek. Brozek Albert dit Robert, assassiné à 23 ans par les Allemands le 22 juillet 1944. Gurfinkel Maurice, dit André Buisson, tué à 25 ans le 22 août. Nicolas Zengberg. Le voilà dans l'état où les Allemands l'avaient mis. Voilà Janice Sontag, que je vous ai dit qui a été... On lui a incisé les seins, on lui a bouillanté les jambes, et on a fini par la tuer. Quand ils ont commencé à me frapper, j'ai dit pourvu que je tienne le coup, pourvu que je ne parle pas. Être une femme, ça vise des... Oui. Puis au bout d'un moment qu'ils me frappaient, j'ai dit, ils ont perdu, je ne dirai pas un mot. Ils peuvent frapper toute la semaine s'ils veulent, je ne dirai jamais un mot. Mais à un moment donné, je parlais, même je ne pensais même plus à parler. Je disais, bon, ils ont perdu, maintenant je ne parlerai plus jamais. Et surtout, l'idéal pour lequel je me bats mérite que tu ne parles pas. Il faut qu'on se batte et qu'on obtienne un monde où il ferait bon vivre pour tous. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui vivent dans une richesse faramineuse et que d'autres crèvent de faim. Alors, la torture, aucun sexe n'est avantagé, Moufette. Ça dépend. Mais avec les cas de guerre par subjugation récents, là, oui, c'est de plus en plus... ça peut même avoir tendance à s'inverser. Vivent dans une richesse faramineuse et que d'autres crèvent de faim. Alors, il faut que ce monde change. Toute ma vie, je me suis battu pour un monde meilleur, quels que soient les sacrifices. Si je vis dans un HLM, c'est parce que je me suis jamais battu pour m'enrichir. C'est tout un monde qu'il faut changer. Et ça ne pourra pas se changer dans la gentillesse. Ceux qui possèdent ne lâcheront jamais. Quand ils reculent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. L'armée n'évolue guère. Ils sont à la disposition du gouvernement. Et quand on leur dit d'arrêter les gens, eh ben, ils arrivent, ils tapent des coups de matraque sur la tête. Vous les avez vus comme moi, des gens par terre, ils leur tapent dessus. Alors bon, il faut savoir qu'on ne nous fera pas de cadeaux si on veut changer. Alors, il faut savoir se préparer et, le moment venu, être suffisamment puissant pour imposer notre loi. Oh, papy, oh.
Ah, mais une boule à la gorge un peu. Et non pas celle des milliardaires. Les rêves de ceux d'avant. Et oui. C'est ça en fait. Les acquis sociaux, c'est les traces dans le système des rêves laissés par ceux d'avant. Chaque fois qu'une réforme est proposée, c'est un peu des rêves de ceux d'hier qu'on essaie encore de grignoter. Ouais, la guerre. Celle qui revient depuis le début des hommes. En 14-18 et en 39-45, celle de deux visions du monde qui s'affrontent. Deux projets. Celle de ceux qui ont tout et qui veulent tout garder contre ceux qui aimeraient bien en avoir un peu plus quand même. Pour ça qu'en même temps que les gars de la FTP tiraient dans les rues de Lyon et de Paris, d'autres... Oui, puis n'oublions jamais que le régime nazi, c'était pas seulement « Oh là là, les nazis », c'était surtout que c'était un endroit très intéressant pour les investisseurs étrangers. De dire « Oh là là, une nouvelle puissance montante qui veut sa revanche sur notamment l'empire colonial, ok. Peut-être bosser avec eux, vous avez besoin d'une industrie, vous avez besoin de vêtements, Hugo Boss. Enfin, avoir un peu plus quand même. Pour ça qu'en même temps que les gars de la FTP tiraient dans les rues de Lyon et de Paris, une affaire de bourgeois aussi, le nazisme. D'autres s'occupaient de la guerre invisible, sous la table, contre cette main dans la marionnette fasciste. Peut-être la bataille la plus importante même. C'est le Conseil national de la résistance. Voilà. Alors que tout brûlait et que tout avait l'air de s'effondrer autour, des gars, représentants de partis et de syndicats, se voyaient en cachette pour dessiner le pays de leurs rêves. Rajustement des salaires. Alors, des fois, il y avait un peu des... Justement, c'était ça qui était fascinant, c'est qu'il y avait un peu des fritages, hein, parce que dans les résistants, il y avait des résistants d'extrême droite. Alors, spoiler, ils étaient bien moins nombreux que les résistants d'extrême gauche. Mais sur un angle très chauvin, nationaliste, on veut pas des boches et tout ça. Oui, et ils ont dû débattre ensemble pour former ce texte. Amélioration de la sécurité sociale, syndicalisme indépendant, nationalisation des grands moyens de production, droit au repos, droit à la retraite, salade, tomates, oignons. Des tarés les mecs, la totale. Les extrémistes du projet social. Le 15 mars 1944, dans une France occupée par l'Allemagne, le programme du Conseil national de la résistance est adopté. Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini. Ce programme, alors que tout le monde désespère autour, il l'appelle les jours heureux. Il faut savoir Oh là là, mais je savais même pas que ça venait de là. qu'après la libération, dans l'immédiate après la libération, Je savais même pas que ça venait de là, les gens. il y a eu les congés payés, il y a eu les retraites, ça n'existait pas avant. Et que malgré tous les sabotages qui ont pu être faits contre cela, les retraites, bien ou mal, il y a toujours un peu de retraite. Oui. Elles sont restées. Oui. Alors qu'elles sont sabotées à outrance par nos gouvernements. Ce qui signifie que le travail à faire, c'est d'émanciper les gens, de faire comprendre aux gens que si on veut quelque chose, il faut le prendre. Pas voler, il faut l'obtenir. Moi, mon père, la première fois qu'on lui a payé ses congés payés, il avait des yeux comme ça. Tu te rends compte, ils m'ont donné des sous et je n'ai pas travaillé. Bon, mais c'est vrai que c'était une victoire faramineuse. On a supporté le supplice, la torture, on a été fusillés. Et on continue à se battre encore pour que vous, les plus jeunes, vous arriviez à comprendre et à nous remplacer. C'est le but de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on continue à faire. Maintenant, je ne sors plus. Je reste des 15-20 jours sans même descendre les escaliers. J'ai plus la force. Mais vous voyez que le feu, il m'a pas quitté. Il y est toujours. J'ai rien à dire. Hein. Force du feu, c'est pas dans l'incendie. C'est pas quand tout brûle, c'est facile. C'est l'espoir d'une petite flamme. Quand toute la lumière autour nous a quittés, résister soi-même à s'éteindre. Résister à la tentation du noir. Et sauver dans son scintillement, dans son tout petit tremblement enflammé, la vie de toute l'humanité. La France, peut-être que c'est l'Élysée. Mais si ça se trouve, c'est ce petit feu. Bah oui, on a envie de se dire que la France c'est ça, c'est pour ça qu'on aime la France, c'est pour ça qu'on aime ce drapeau, c'est ce qu'il veut dire pour nous, c'est pour ça qu'on a envie d'être un peu nation bébête. Quand bien même on est de gauche et on a un truc un peu internationaliste, c'est qu'on se dit ouais la France, les couleurs de la France c'est ça aussi. C'est ce truc qui traverse l'histoire. Cette petite flamme où on se dit ouais il y a un truc chez nous, il y a un truc, un esprit critique, on veut voir le monde changer. Et après, on a aussi beaucoup de racistes et de gens qui... voilà. Et de collabos, hein, faut pas l'oublier. Hein, la France, c'est des... Voilà, beaucoup de gens différents, une sacrée diversité. Nique la France, par contre. Waouh, mais ça te donne...
Moi, je suis intervenu à 2 reprises. Moi, en fait, moi je trouve que les avis un peu... Comment dire En fait, le nationalisme, c'est un concept creux. La nation, la patrie, tout ça, oui, certes. Et on peut faire beaucoup de choses aux gens à partir de ce concept creux. En mode, défendez votre patrie, servez la nation, nanana. Mais en fait, la question de la nation et de la patrie, c'est la question d'un projet. Moi, je veux bien être nationaliste bête si c'est au service d'un projet, en fait. Si demain Mélenchon, il est au pouvoir... Mais le drapeau de la France, il n'a pas la même signification pour moi. Il est porté par un autre gouvernement, par d'autres idées. Et après, il faudra se bagarrer pour que ça passe. Mais c'est un projet, c'est une histoire de projet, les gens. Même avec JLM. Oh là là. Après, j'aime mon pays, mais nique la patrie. Oui, je suis d'accord avec toi un peu. Puis même le terme de patrie. En fait, on a tous des expériences de la France. Mais en fait, ce qu'on appelle la France, globalement, c'est... Je sais pas moi, c'est une image qu'on s'en fait, mais au final elle est très locale, elle est très liée à un contexte, enfin... Moi c'est cette France-là que j'aime aussi. C'est pour ça que j'aime bien Lille. Genre j'aime bien Lille, ok on me rabâche que Lille c'est chiant, mais... Désolé, mais moi ma France c'est Lille aussi quoi. Bien plus que toute autre ville ou... Moi, je suis intervenu à 2 reprises. Une fois, parce qu'il y avait une femme, elle avait été tondue, on lui avait fait avec du goudron une croix gammée sur la tête, il la conduisait à la prison et il lui tapait dessus. J'étais avec le copain Étienne. C'était après la libération. On a sorti nos revolvers, on a dit s'il y en a encore un qui la touche, on la descend. Ces méthodes-là, c'était les méthodes des nazis. Ça ne valait pas la peine qu'on en tue, si c'est pour faire pareil. Mais à 90%, c'était des gens qui avaient vraiment des choses lourdes derrière eux. Sinon, je te signale quand même que ce soit le préfet Papon ou tous les autres, voilà, De Gaulle, il a dit « Si je dois virer tous ceux qui ont collaboré pendant la guerre, je n'aurai plus personne dans mon administration. » Il les a tous gardés. Alors, on a commencé par les juges. On a commencé par les juges. Les juges. Ça aurait fait beaucoup de tondus, quoi. Qui avaient fait fusiller nos camarades, voilà. Ils étaient toujours juges après la libération. C'est la même. La police, ils avaient écarté quelques-uns, puis c'était tout. C'est tout. Du coup, la guerre, en fait, le 8 mai 45, elle n'était pas vraiment finie. Elle a juste changé de modalité. Faut pas changer de pays, faut changer le pays. Bon, moi, les gens, je vous avoue que si un jour on met les trans dans des camps, je pense que je serais pas très utile depuis un camp. Voilà, désolé, mais il y a un moment, la question se pose. Jean Moulin, par exemple. Quand bien même, j'aime énormément ce pays aussi. On nous a appris que c'était fait arrêter par Klaus Barbie. Puis c'est tout. Léon, lui qui avait vécu à cette époque, il y a quand même des questions qui lui restent dans le fond des dents. Cette réunion du CNR à laquelle allait Jean Moulin, personne d'autre que les gens qui étaient convoqués à cette réunion n'est au courant de l'adresse. À qui va profiter la disparition de Jean Moulin? Je te pose la question. D'après toi. Elle a profité à De Gaulle. À la libération, il paraissait logique, pour le moins, que ce soit lui, le chef du gouvernement. Il n'y a pas eu de discussion possible. C'est De Gaulle qui s'est implanté automatiquement. Ce qui n'enlève rien à certains défauts et à certaines qualités de Gaulle. Il avait des De Gaulle que les autres n'ont pas eu, les autres présidents. Mais De Gaulle aussi, c'était pas un fils d'ouvrier. Il avait un château, De Gaulle. Ah ouais? Et bien entendu, ce qui n'empêchait pas d'aimer son pays, je pense qu'effectivement, il aimait la France. Et que quand ils ont arrêté Jean Moulin, il y était probablement pour rien, lui directement. Mais que ses proches, il était pour quelque chose. Ok. Mais enfin, il faut savoir que dans l'histoire de France, des frères qui ont poignardé leur frangin pour être roi à leur place, ça existe, non? C'est pas moi qui l'invente. Ça conspire un peu. Les gens, on sait jamais, C'est sombre comme histoire. Là, pris à toi. Peut-être mieux qu'à moi. Parce que moi, à 13 ans et demi... Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait un lore où Jean Moulin vivant, quand même, dans l'histoire de France de la Résistance, il pèse face à un De Gaulle, en termes de légitimité pour être reconnu par la population derrière. J'ai quitté les études. C'est pour dire... Alors, on ne peut pas accuser dans ce que je dis. Mais, pour le moins, on se pose des questions. Et moi, je m'en pose. Et je me suis posé. Il y a un tas de coïncidences qui, moi, me heurtent. Moi, dans le contexte, je n'accuse pas. Je dis que ça me surprend. Je prends du départ. Pourquoi il n'y avait personne pour... Il partait déjà un peu conspi sur les Amerlocs qui nous volent la victoire. Mais les gens,
dans le récit national, c'est vrai en fait. Enfin, vous avez pas vu tous les putains de films qui sont sortis. Alors c'est vrai en fait que on reconnaît pas à la Russie ce qu'elle a fait aussi. Enfin, c'est vrai en fait. Qui, moi, me heurte, moi, dans le contexte, je n'accuse pas. Je dis que ça me surprend. Je prends du départ. Pourquoi il y avait personne pour assurer la protection, alors que nous, pour deux, il y avait une douzaine de personnes qui assuraient la protection et qui étaient loin de voir l'importance de Jean Moulin ou d'autres. On a des choses qui sont illogiques. Celui qui sortait de 48 heures de Les prison... Russes sont pas arrivés en France. Bah oui, mais ils ont démoli Berlin à eux seuls, quoi. Prisonnier avec la Gestapo et qui vient assister à une réunion avec Jean Moulin. Attends, excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc on ne saura jamais. La seule chose, on pourra faire ce que je fais moi, avoir des soupçons, mais qui n'ont aucune valeur. Et j'en suis conscient. Et dans un sens, ça m'emmerde d'en parler. Et d'un autre côté, je dis, c'est quand même, si je ne me trompe pas, de laisser des gens sortir blancs comme neige, alors qu'ils sont coupables d'un crime effroyable. Il y a des réponses qu'il vaudrait mieux pas savoir. Il y a des questions qu'il vaudrait mieux pas poser. Puis il y en a d'autres qui sont importantes. Comme par exemple, tiens, à quoi on résiste? La guerre, c'est contre qui? Il y a moins de boches en uniforme dans les rues de Paris, ouais, c'est vrai. Encore qu'il y en a qui y ressemblent vachement. Mais il y a un truc qu'on n'a pas vu. Un truc qui jouait sous la table, sous le manteau, sous les rails des trains de la mort qu'envoyaient les policiers français. Il y a l'air d'y avoir de moins en moins de place en France pour un gars comme moi. De toute façon, la France qu'ils disent, là, ils peuvent la garder. Ils la défendront comme Pétain. Ils la vendront, le moment venu. Oui. Nous, on veut vivre au pays qu'il y avait dans le cœur de Jean Moulin. Dans la cave, les tortures, les cuisses ébouillantées, la gueule arrachée. Ce qu'il y avait dans les silences de Léon, de Janine, de Simon. Putain, mais quel pays il voulait pas vendre? À quel pays il pensait quand il parlait pas? Putain, mais quel paradis il voyait pour la fermer comme ça? Il doit bien être quelque part encore, ce pays. C'est sûr qu'il existe toujours. On a appris De Gaulle. On nous a dit Aubrac. On apprendra Macron. Et il y en a qui sont morts. Et on sait même pas leur nom. Ah mais moi j'ai cru qu'à la fin il allait lui poser une question parce qu'il était en mode ah mais il y a encore une question à lui poser et non. Oh putain, bah en tout waouh. Quel épisode, waouh, c'est trop bien. Vidéo de zinzin, ouais. J'espère Dany et Raz ils vont la regarder en vrai.